Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 77e épisode numéro 76. Nous sommes le 28 octobre 2022 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Pierre Zemb. Bonjour Pierre, qui es-tu et que fais-tu dans la vie ? Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Zemb et je travaille à Clever et notamment sur les bases de données serverless en ce moment et sinon je joue au squash. Je pense que c'est un très bon résumé de ma vie en ce moment. Vous pouvez suivre les matchs de Pierre de squash sur Twitter, ou en tout cas son entraînement, c'est assez beau. Et nous sommes également en présence de Manuel Luzaretta. Bonjour Manuel, bonjour qui es-tu et que fais-tu dans la vie ? Qui je suis, je travaille à Clever. Et dans la vie, ça m'arrive de faire un peu d'Ansible et d'essayer d'installer des hyperviseurs. Voilà, grosso modo, ce que je fais. Ça roule. Et notre dernier participant, Clément Nivol. Salut Clément, qui es-tu et que fais-tu dans la vie ? Bonjour Arnaud, alors moi je suis Clément Nivol, je suis cofondateur de Clever Cloud et j'ai le rôle de Chief Revenue Officer, donc globalement je m'occupe du marketing et des ventes. Voilà, mais à la base je suis un développeur, mais j'ai perdu à la courte paille quand on a fondé Clever. Ouais, le famoso courte paille. Alors on est heureux de vous retrouver hein, après ces quelques semaines / mois d'absence. Les épisodes devraient commencer à reprendre tranquillement. C'est ça, ouais. La rentrée était très très dense pour tout le monde. Du coup, on s'était dit, ce serait quand même bien qu'on fasse un podcast à un moment donné. La vague de septembre étant finie, on est bon. Et la vague d'octobre aussi. Ouais, c'est vrai qu'on a déjà fait octobre, finesse. Commençons tout de suite. On va commencer par un des blog posts qu'on a release il y a une semaine à peu près, donc on est sur la news assez fraîche. Yes. Clément, je vais te laisser en parler. C'est un blog post en fait qui annonce l'union en fait de plusieurs entreprises, donc Clever Cloud avec deux CRSI, Calray et Vates, pour créer en fait des data centers avec du matériel souverain puis innovant. Donc derrière en fait ce communiqué de presse, ce qu'on veut dire c'est qu'il y a en fait en Europe des boîtes qui ont la capacité en fait de s'unir pour travailler en fait sur des projets communs et surtout mettre en place des compétences qui sont pas forcément les mêmes d'une boîte à l'autre pour justement avoir une forme de complémentarité. Là, l'idée en fait, c'est clairement de faire du matériel spécifique, à la fois calcul, data et réseau pour des data centers. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on se base quand même beaucoup sur des technologies qui ne sont pas européennes. Et là, l'idée, c'est dans le cadre du projet Renaissance, donc, en fait, porté par Vates, qui est lauréat du plan d'investissement France 2030, ça va permettre en fait de soutenir ce plan-là, les initiatives comme les nôtres, pour faire en fait ce nouveau type de data center. Donc on est super content de pouvoir travailler là-dessus. Pour ceux qui connaissent pas, une des boîtes qui est Calray en fait, est une boîte qui fait particulièrement, qui est particulièrement avancée sur la création de microprocesseurs. Donc ça c'est plutôt cool. Ouais, c'est assez impressionnant ce qu'ils font. En tout cas, moi, je commence à jouer avec quelques-unes de leurs technos. Et en tout cas, vu de loin, ça a l'air vraiment marrant sur tout ce qui est stockage disque en réseau principalement. Très prometteur, ouais. Ouais. Sur tout ce qui est, eux, ils se disent Intelligent Data Processing for Cloud and Edge. Donc ça veut dire pas mal de choses, mais nous on a la chance de pouvoir travailler sur du matos qu'on a déjà testé et qui est hyper performant. Nice, donc voilà, donc c'est cool d'avoir un petit consortium comme ça d'acteurs qui s'unissent effectivement pour avancer sur les sujets de tous les jours. Lien suivant, du coup, on va parler de macOS et de notre chère entreprise Apple. Oui, depuis cet été, en fait, macOS avait annoncé l'arrivée de macOS Ventura pour l'automne. Donc la release a été faite pour nous à l'enregistrement de ce podcast cette semaine. Ce qui est intéressant dans Ventura, au-delà de toutes les fonctionnalités qu'ils ont intégrées comme ils le font à chaque fois, notamment des systèmes de gestion de fenêtres qui sont pas aussi avancés que ce qu'on peut avoir sur Linux. On a un truc que j'ai trouvé plutôt intéressant, c'était l'arrivée de ce qu'ils appellent en français les clés d'authentification.
Et en fait, c'est un peu l'arrivée du passwordless, donc du sans mot de passe, sur l'intégration de Safari, enfin sur Safari. C'est-à-dire que pour les sites web qui le supportent, vous allez avoir en fait un système basé sur des clés publiques, clés privées, qui vont pouvoir en fait vous générer une autorisation que vous pourrez valider avec votre téléphone. C'est comme si vous utilisiez en fait des clés de double haute comme du FIDO ou équivalent pour vous permettre en fait de connecter en fait votre informatique, enfin votre compte à un site internet. Et c'est de la vérification qui se fait en fait avec des données biométriques aujourd'hui. Chez Apple, on a Face ID et Touch ID. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'intégration, puisque Google et Microsoft ont rejoint à partir de 2014 le consortium qu'ils avaient créé tous les trois pour justement commencer à avancer sur ce sujet-là. Et Apple a dégainé dans macOS Ventura justement la première implème des clés d'authentification. Donc, beaucoup de gens voient pas trop en comment ça va avancer, mais l'idée est vraiment d'aller vers un monde où il y a zéro password. Je trouve ça plutôt intéressant, parce que là-dessus, en fait, ça va faire tomber toute tentative de phishing. En tout cas, le phishing va devoir vraiment évoluer et mettre au point des techniques vraiment avancées pour pallier au-delà. Et voilà. Du coup, je trouvais ça vachement bien. Sur le phishing, ça existe déjà. On avait parlé, il me semble, il y a quelques mois/années, où il y avait une entreprise qui avait envoyé des clés comme ça. Alors, je sais plus, c'était pas Fido, je sais plus, il y avait une entreprise qui était derrière. Mais des clés en fait à des clients en mode voici de la nouvelle clé, c'est votre update. Alors qu'en fait c'était pas du tout vrai, c'était juste une clé un peu fake qui permettait de siphonner les mots de passe entre guillemets. Ah oui, sur le Fido. De mémoire, alors je sais plus trop comment c'était, mais du coup il y a déjà des filons, on va dire, des filières qui s'intéressent un peu à ça. Alors c'est beaucoup plus complexe à mettre en place, c'est plus d'argent, ça coûte plus il y a des filous cher. Il y a toujours plus de filous. Ouais, le problème sera pas entièrement résolu. Ouais. Après, pour ce qu'il en est de chez nous, on est en plein, c'est un secret pour personne, on est en plein dans le processus de certification ISO 27001. Et un des trucs qui est quand même très très bien encadré, c'est l'usage de tous les devices externes, en fait, tout ce qui est clé USB, etc. Il y a des paragraphes entiers dans la norme 27001 qui te disent voilà comment tu vas gérer tes clés USB. Donc t'as plein de contre-mesures, non seulement sur des bonnes pratiques, mais en voyant ça, c'était un truc, je me disais, c'est quand même quelque chose qui manque énormément dans les entreprises, dans leur culture en général, c'est de faire gaffe en fait à tout le matériel qui est étranger. Il y avait Micode qui a fait un podcast il y a 3-4 semaines qui était intéressant, où il montrait à peu près tous les objets que tu peux utiliser, que tu peux acheter sur internet pour pirater pas mal de choses. T'avais un câble qui était quand même un câble d'iPhone, de recharge d'iPhone, qui était capable de te pirater. Ouais, c'était marrant. T'avais quoi d'autre? Les clés USB déposées sur les parkings par terre. Voilà, ce genre de choses. Il avait montré une clé USB vénère. Il y avait une clé USB qui te permettait en fait de copier en fait tout ton home et puis de l'envoyer par un protocole, je sais plus lequel. Tu avais aussi de quoi répliquer en fait des clés RFID, enfin des cartes RFID. Et tu pouvais faire un paquet de trucs quoi. Et ça, en fait, c'est du matos que tu peux acheter, je sais pas, sur Amazon ou sur Alibaba, tu vois. Mais tu peux aller vachement loin, rien qu'en piratage avec ça quoi. Et évidemment, il disait tout ce matériel-là n'est qu'à but de test et de pédagogie bien entendu. Ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que ça te pose des questions parce qu'aujourd'hui, nous, au niveau tech, déjà, tu vois, on n'a même pas ce genre de matos. Sur la partie clé et d'autres, c'est pas quelque chose qui est ultra répandu niveau tech. Ça l'est de plus en plus. Mais alors pour les personnes lambda entre guillemets, c'est, comment ça, il faut que je paye pour avoir un mot de passe. C'est ça. C'est un peu. Il est très bien mon post-it. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ok. Et en fait, alors du coup, de ce que je regarde là dans l'annonce du Mac, j'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres features pas mal sur la partie Safari. Genre, tu peux échanger des onglets, ce genre de choses, mais il me semblait que c'était déjà le cas. Ah non, groupe d'onglets partagés, là. C'est ça, tu peux partager plusieurs onglets. Ouais, c'est des trucs que je sais pas si tu retrouves ça dans Chrome ou Firefox, mais tu peux envoyer en fait un groupe d'onglets si tu fais un trip en Asie ou je sais pas dans quel pays, tu cherches des localisations, des hôtels, des trucs, des machins, tu peux partager ton groupe d'onglets dans lesquels tu fais tes recherches pour ce voyage-là. Et tu le partages avec ta famille et tes amis. Ce genre de choses.
Moi, j'utilise jamais ces trucs-là. Je sais pas si vous utilisez ça, mais tout ce qui est famille, partage, machin, etc., ça fait pas du tout partie de mes usages. Moi, parfois, j'envoie mes onglets de mon téléphone à mon PC ou inversement. Enfin, quand ça marche, parce que j'avoue que je suis pas le setup. Ah oui, ça c'est pratique. Et à part ça, c'est vachement pratique, quoi. Donc voilà, c'était le tour sur macOS Ventura. Après, on mettra les liens pour vous permettre de voir toutes les nouveautés. Mais le truc plutôt intéressant, c'était effectivement toute la partie clé d'authentification, parce que c'est un des rares trucs qui est en commun avec d'autres boîtes. Et c'est assez rare de la part d'Apple de faire des fonctionnalités qui mettent en avant comme ça, avec notamment Google et Microsoft, quoi. Ils sont entre guillemets leurs deux amis jurés. Et du coup, tu as perdu de la batterie ou pas? macOS Ventura, je sais pas, je l'ai installé depuis une semaine, je sais pas si j'ai perdu de la batterie ou pas. Enfin, pour Après, l'instant, t'es sur T'as pas M1. vu? Parce Ouais, que la je suis batterie sur sur M1, M1, la batterie sur M1, c'est pas mal. Tu peux faire du remote une journée sans prise de courant. voilà. C'est- Peut-être si tu vois peut-être une demi-heure en moins, est-ce que tu le verras vraiment, je ne sais pas. On verra. Ça roule. Alors pour rester dans l'univers Mac, vous avez peut-être suivi ces dernières semaines principalement les différentes péripéties de Asahi Lina. Alors je sais pas trop comment ça se dit, mais c'est une personne qui s'est mis en fait dans la tête de réécrire le driver GPU pour la distribution Asahi, je crois que ça s'appelle, ou c'est Asahi également. Asahi, je crois. Asahi, ouais. Pour macOS. En fait, il y a un groupe de personnes qui ont essayé de porter Linux sur les nouveaux Mac M1 principalement. Mac M1, M2, maintenant il y en a d'autres, enfin M1 Pro, M2, etc. Et du coup, tout un projet en fait est né. Donc ils ont réussi assez rapidement, entre guillemets, à avoir un Linux qui bootait, etc. Mais après venait en fait le problème de l'accélération matérielle via le GPU, quoi, pour tout ce qui est vidéo ou programme plus classique comme le navigateur, etc. Même afficher un terminal. Hein. Ouais, On fait le travail qu'un terminal, tu vois. Oui, c'est très possible que ça utilise, voilà. Enfin, éviter en fait d'utiliser l'accélération CPU qui est assez gourmande en énergie et en temps de calcul, quoi. Et du coup, ça arrivait à peu près en même temps, on va dire, que les différentes tentatives d'utiliser Rust dans le kernel Linux. On l'a pas mis dans les news, je crois, mais le support initial de Rust dans le kernel Linux a été mergé. Donc vous allez pouvoir commencer à écrire des modules kernel dans Linux en Rust. Et du coup, cette personne s'est dit, vas-y, let's go, je vais faire un driver GPU pour le Mac M1 en Rust. Et l'idée avec l'idée derrière de l'upstream. Oh là là. De l'upstream. Et ouais, comme tu dis. J'avais pas vu que c'était en Rust. Moi, je pensais que c'était en. J'avais vraiment pas vu. Ah non. Et Oh là là. c'est en Rust, donc elle a demandé. Elle, parce qu'elle utilise. On l'a jamais vu, elle utilise beaucoup un avatar, mais on assume que c'est elle. Hein. Et quel avatar, franchement, c'est génial. L'avatar est très. Ouais. Allez voir la vidéo YouTube, ça vaut le coup. Oui, son stream est très. Enfin, j'aime beaucoup l'univers graphique. Ouais, moi aussi, et je sais pas comment ils font ça, mais c'est un truc de fou. C'est de l'art. Et donc en tout cas, ce qu'elle a fait, c'est donc elle avait demandé des précisions, etc. aux différents développeurs kernel Rust et tout, en disant voilà, je vais commencer, mais ce sera pas fini avant plusieurs semaines / mois. Et en fait, en quelques semaines, elle a réussi à avoir un truc qui marchait, alors un peu bancal dans le sens où c'était pas le plus propre et tout, mais elle arrivait à afficher un Firefox, un Génome, des applications KDE, etc. Ah ouais, carrément. Ouais. Oh la violence. Et même un jeu. Donc voilà. Alors peut-être des jeux, ouais. Ah, j'avais pas suivi. C'est un truc en 3D. Pour moi, on était encore à la fenêtre, la petite fenêtre, pas le navigateur, non. Quoi. Elle avait fait il me semble qu'elle avait fait une démo. Alors je sais plus si c'est elle ou une autre développeuse, mais elle avait fait une démo où elle affichait juste un triangle. Enfin, tu sais le triangle classique render par le GPU, mais je crois que c'était un truc genre en Python, un truc comme ça. Et après, elle est partie sur la partie Rust, et voilà. Et donc, du coup, donc elle a fait une vidéo YouTube, tout son code est open source, évidemment. Et en fait, elle travaille énormément également en stream, donc elle a une chaîne Twitch où elle stream de temps en temps ses développements. Et c'est
c'est, j'imagine, très intéressant à suivre pour les gens qui comprennent, parce que moi je ne comprends pas. Donc, C'est assez impressionnant. poussé, mais moi j'ai juste une question, c'est est-ce que la batterie du Mac M1 avec ce driver-là est OK? Est-ce que l'autonomie est bonne? Alors, je pense qu'il n'y a pas grand monde pour l'instant qui a encore trop utilisé ce driver, puisqu'il est un peu expérimental quand même. Ça se trouve, ça plante quand tu débranches. C'est ça, il y a eu des bugs assez chelous apparemment, mais à part ça, je sais pas. Faudra voir ce que ça donne. Tu pourras peut-être nous le dire. Tu nous feras un Voilà. retour, c'est ça? C'est ça, à oui, côté bien de ton sûr. Ventura, tu mets un On fait un petit... dual boot ACI Linux Ventura, ça va être bien. Tu packages le driver dans Exerbo et puis rouler jeunesse, hein, c'est bien. Hein. Mais justement, il me manquait tellement de temps pour faire ce genre de choses. Enfin, j'ai tellement de temps pour faire ce genre de choses. Aïe, aïe, aïe. Non, mais en vrai, c'est cool. Hein. C'est cool parce que c'est un peu le premier pas vers le macOS plus Linux. D'ailleurs qu'en fait, pendant longtemps, on a eu des collègues, notamment Marc-Antoine, qui utilisaient quand même pas mal de MacBook, mais avec sa propre distro Linux, ça semblait... Moi, je voyais pas ça avant des années entières. Hein. Avoir en fait un crackdown sur le SoC M1, parce qu'en fait, c'est pas juste un processeur, c'est un système on chip. C'est bien plus complexe que ça. Et le fait d'avoir aujourd'hui un driver graphique aussi vite, c'est-à-dire un an et demi à peu près après le premier M1, c'est pas mal du tout, je trouve. Ouais, en reverse engineering, c'est-à-dire c'est pas comme si tu avais une doc à aller regarder, c'est que du reverse engineering en plus. C'est ça. Donc, Alors après, c'est pas pour diminuer le travail qui a été fait, mais il me semble que ce que tu reverse engineer, c'est pas tant, enfin c'était juste les API en fait de la puce quoi. C'est pas tant comment. Oui. Enfin, tu regardes Mais bon, pas quand la même, puce tu en elle-même, tu regardes pas le firmware, c'est la partie. Oui, l'API. Ça reste impressionnant. Ça reste. Oui, c'est costaud quoi. C'est costaud, ouais. Genre... Et du coup, a priori, c'est le premier. Enfin, il me semble que j'avais vu quelqu'un dire ça, que c'était peut-être même que c'était elle en fait qui disait que c'était le premier driver GPU écrit en Rust en fait tout court quoi. Alors, Propre. Nice. Bravo. Connu Bien en tout joué. cas. Donc voilà. Eh bien, si on a fini sur ce lien, on va pouvoir rester un peu dans la galaxie Rust. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Rust en même temps, donc voilà. Avec un nouveau lien que Pierre va nous décrire. Oui, alors je vais vous parler, pour changer d'une base de données, je vais vous parler de ClickHouse. ClickHouse, c'est une base de données analytique open source qui est assez connue et ils ont sorti un blog post qui vient expliquer donc ClickHouse c'est un projet en C++. Est-ce que ils peuvent intégrer de l'écosystème Rust au sein de ClickHouse? Et donc en fait c'est un blog post qui explique comment ils ont intégré une librairie de hash qui est assez connue dans le monde Rust qui s'appelle Blake dans ClickHouse. Donc c'est de l'expérimental, c'est pour tester, mais ce qui est intéressant dans le blog post c'est qu'on voit bien l'interopérabilité de ces langages-là. Le Rust, c'est assez facile à embarquer dans d'autres langages. Si on essayait d'inclure du code Go ou du code Java dans du code C++, c'est déjà un peu plus compliqué. Je pense que là, Rust commence à arriver à un état où on est capable, voilà, de se dire les librairies ou le code qu'on écrit en Rust, et ben il va pas seulement profiter à l'écosystème Rust, il peut profiter à l'écosystème Java, l'écosystème, tous les autres langages, et je trouve ça plutôt cool. Et au-delà de ça, la librairie de hash qu'ils ont intégrée, elle est 2 fois plus performante que l'équivalent en C++. Alors justement, moi je connais pas trop ClickHouse. Est-ce que c'est un vrai intérêt en fait d'intégrer une nouvelle lib de hashing dans ClickHouse? Est-ce que c'est justement un type de base de données qui fait du hash, mais genre à foison? Bonne question. Moi j'ai jamais utilisé ClickHouse. J'ai joué avec. Très bonne question. Je ne sais pas, pour le coup. Mais j'imagine que c'est pas mal utilisé. Suffisamment pour qu'ils se disent que t'as 15 000 méthodes de hashing et tu peux en choisir une autre et on va en inclure une autre, mais c'est une qui est écrite en Rust pour de la perf, tu vois. Ouais. Et qu'on s'embête à en faire un blog post. Donc je pense que c'est quand même pas mal utilisé.
C'est du... Je sais pas, quand tu compares peut-être de la data ou je sais pas, non enfin... Ouais, sûrement, ouais. Ouais, sûrement ce genre de choses, ouais. Ou quand tu stockes du mot de passe. Pour moi, le hash tout de suite en base de données, c'est quand tu stockes un mot de passe. Mais si c'est une base de données analytique, je vois justement pas trop l'intérêt. Mais il doit y avoir un paquet de use case. Mais c'est pas décrit dans le blog post, c'est ça que je trouve dommage. Non, il y a des flemme graphes, il y a des tests de perf, mais il n'y a pas pourquoi il y a la fonction de hash. Mais je pense que ouais, pour créer des identifiants. En tout cas, c'est un super proof of concept d'intégration de l'écosystème Rust, enfin d'outils de l'écosystème Rust au sein d'un projet qui n'en a pas du tout, quoi. C'est ça. Et ils expliquent comment ils ont fait pour inclure dans le CMake du C++ le code Rust directement. Ça, c'est plutôt chouette. Ouais. Ok. Nice. Du Rust partout. Ouais, c'est ça. Rust partout, Rust tout le temps. On y arrive tranquillement. On y travaille. Exactement. Eh bien, restons dans l'univers un peu base de données, avec cette fois-ci une release de Apache Kafka. Oui, donc la release, c'est une release qui est apparue la semaine dernière, je crois, ou je sais plus. Oui, qui est dans les 10 derniers jours. Donc c'est la release 3.3.1 qui apporte son lot de nouveautés et de fonctionnalités. Et de fixes d'ailleurs. Si on peut rappeler ce qu'est Kafka vite fait. Ah, oui. Kafka est un système pour construire c'est un système distribué pour stocker et gérer des événements. Donc en gros, l'idée c'est que vous avez une infrastructure qui va vous offrir une abstraction qui est des topics, donc une file d'attente. Et vous avez des applications qui vont produire dans ces topics-là et vous avez des consommateurs qui vont consommer dans cette file d'attente-là. Et c'était au début conçu plutôt pour faire du big data, donc avec des grosses volumétries. Mais aujourd'hui, Kafka est utilisé pour faire du microservice. Enfin, c'est devenu un standard de marché pour le coup pour pouvoir découpler les applications. Ça te va comme... C'est parfait. Et du coup, cette nouvelle release-là, elle apporte quelque chose qui était teasé dans la communauté depuis pas mal de temps. C'est l'intégration de Raft en tant que couche de metadata. Donc en fait, Kafka, comment ça marche ? Vous avez deux rôles globalement. Vous avez le système qui va porter les données, donc ce qu'on appelle les brokers. Et vous avez la coordination. Donc, où est-ce qu'on va mettre les infos, les métadatas du cluster Kafka ? Et historiquement, c'était dans un cluster Zookeeper, donc il y a un système distribué à part entière, qui est souvent conçu pour faire ce qu'on appelle du consensus, donc mettre tout le monde d'accord. Et en fait, là, c'est la première release de Kafka où le mode sans le Zookeeper est marqué en tant que production ready. Ah oui, sachant que c'est un sujet qui a été lancé il y a quelques années maintenant, de mémoire, non ? Ouais, ça a été lancé pendant le Covid, ce truc-là. En fait, c'est lié à des problématiques quand tu commences à avoir des très gros clusters Kafka. Tu as une pression sur le Zookeeper qui fait que des fois tu peux louper. Tu as beaucoup de code qui est lié à la possibilité, à l'API Zookeeper en fait. En fait, quand le gros fonctionnement de Zookeeper, c'est du clé-valeur globalement, mais tu peux poser des watch dessus. Donc en fait, tu vois, tu t'es notifié quand une clé expire ou quand une clé change. Le problème, c'est que ce watch là, quand tu le poses, c'est un one shot. Donc en fait, tu poses ton watch. Si tu veux re-watch de nouveau le truc, il faut que tu reposes le watch de nouveau. Et du coup, entre les deux intervalles, tu sais pas forcément ce qui s'est passé. Et donc, du coup, dans des gros clusters Kafka, dans des gros déploiements, tu peux te retrouver, t'as beaucoup de codes de contrôle
pour savoir ce qui s'est passé entre deux watch, ouais. événements, entre deux watchs. Ok. C'est un problème qui a été résolu par la communauté Zookeeper, mais bon, bref. Il y avait peut-être un débat aussi. il y a aussi peut-être aussi une idée que Zookeeper n'aide pas spécialement pour les petits déploiements. Enfin, ça fait peur. Tu veux un Kafka, il te faut un cluster Zookeeper à côté. Donc, Ça fait souvent peur. Ouais. T'as deux technos à les gérer. Donc du coup, ils ont implémenté Raft, qui est un algo de consensus. Donc c'est pour comment tu fais pour mettre des serveurs d'accord sur des valeurs. Et du coup, c'est marqué prod ready. J'ai hâte d'aller voir comment ça marche. J'avais regardé il y a 2-3 ans, je me souviens, ils étaient un peu énervés sur le sujet, sur la partie développement et Raft et compagnie. Ok. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'il est toujours possible d'utiliser Zookeeper ou pas? Bah, je pense. Alors, j'ai même pas regardé les tools de migration ni rien, parce qu'en fait, comme nous, on n'utilise pas Kafka, j'ai pas trop regardé, mais je sais pas le chemin de migration, ouais. Ouais, parce que après, peut-être que si j'ai un nouveau paquet, on va dire, qu'ils ont abstrait vraiment la partie. Je sais pas, faudrait regarder, faudrait tester. Il me semble qu'ils voulaient tout sortir, mais je me rappelle plus trop effectivement de l'issue Jira à l'époque. Ça sur Jira, la page là. Mais du coup, 2022 et c'est l'année du Kafka Zookeeperless. J'essaie d'alimenter pour les titres. Voilà. Nice. Ouais, ça marche. Bravo à la communauté Kafka d'ailleurs, parce que c'est pas un boulot facile du tout. Hein. Ouais, j'imagine tous les endroits dans le code, il fallait enlever les API ZK. Ouais, et puis faire ton raft, c'est pas facile quoi. Oui, c'est un travail à part entière quoi. Parce que si tu te trompes sur tes métadonnées de ton cluster Kafka, tu perds ton cluster Kafka complètement. Alors maintenant, tu pourras plus blâmer ZK. Hein. C'est bon. Ok. Du coup, toi, Manuel, qui a déployé quelques clusters Kafka avec du ZK, ça te... c'est... Comme je disais tout à l'heure, c'est assez intéressant de pouvoir avoir une solution tout en un pour pouvoir des petits clusters et éviter d'avoir un Zookeeper à côté, parce qu'on sait que c'est pas forcément hyper facile à manager. Mais après, à voir si... J'imagine que s'ils l'ont développé... c'est qu'ils avaient une bonne raison, et j'imagine aussi que c'était pour eux la possibilité de, notamment pour Confluence, de pas forcément. Ouais, bah il me semble que dans l'issue, ils avaient écrit, ils avaient plusieurs raisons détaillées, listées sur pourquoi ils ont fait le changement quoi. Donc ok. Du coup, on est bon pour Kafka et on va pouvoir passer sur le lien suivant qui est on va parler un peu de Ansible qui peut vous permettre de déployer des clusters Kafka si jamais vous avez vraiment envie. Je vais te laisser en parler. Ouais, alors du coup. je suis assez connu au sein de la boîte pour être Ansible lover. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cet outil pour tout un tas de raisons. Et il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie. Alors là, pour le coup, c'est un article de Stéphane Robert qui est aussi qui est pas mal connu dans la communauté, notamment pour sortir beaucoup d'articles sur Ansible, qui est assez actif sur la question. Et du coup, là, il parle de Ansible Rollbook, donc qui est un nouvel outil en fait, qui va permettre de déclencher des playbooks de manière événementielle. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté des sources qui vont pouvoir générer des événements, des conditions au niveau du rollbook pour savoir si oui ou non l'événement qui a été déclenché correspond à une condition, et derrière potentiellement un playbook à les run si jamais l'événement colle à la condition en question. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai pas encore essayé le truc, mais j'avoue que ça me plaît assez, notamment parce que ça permet de faire. Alors il y a d'autres outils pour ça, mais ça permet notamment de pouvoir faire de la résolution
de manière complètement automatique, notamment sur des petits incidents, ou de pouvoir déclencher certaines règles en fonction d'événements. On peut le brancher à pas mal de sources. C'est possible de développer aussi son module. C'est vrai que pour ça, Ansible, en règle générale, est assez cool sur le fait de pouvoir développer soi-même des plugins, que ce soit des plugins de filtres, des plugins d'inventaire, donc tout un tas de modules qui sont utilisés. Et voilà, donc je vais regarder ça d'assez près. Potentiellement, ça pourrait avoir son intérêt dans certains cas d'usage chez nous. Je sais pas si... Ouais, ça a l'air stylé en vrai. Je suis en train de regarder les sources de données. Il y a l'Alert Manager, donc ça c'est du Prom. Il y a Azure Service Bus. On peut watch des fichiers. On peut surveiller du Kafka. Un range Python, ça c'est un itérateur. On a un type, il y a tick, un l'URL check. index 300 pareil. Ça va être intéressant. URL check. Watchdog pareil. Et non. Il y a non, aussi, ça a l'air vraiment pas mal. alors je sais plus où je l'ai vu, mais c'est possible directement d'aller envoyer des webhooks. Donc le webhook écoute sur un port. Trop bien. Et on peut lui envoyer des webhooks avec différents événements. Ok. C'est la porte ouverte. Ouais, c'est un peu mon idée, ouais. Ok. Ah, ok, ça a l'air sympa. Alors, juste, est-ce que tu peux rappeler ce qu'est Ansible? Alors, Ansible, c'est un outil qui est écrit en Python qui permet de déployer, de maintenir des infras qui peuvent être très simples. Donc, en fait, c'est une liste de règles qu'on va écrire qui permettent de dire, de lister des actions qu'on va vouloir effectuer sur un ou plusieurs serveurs. Et donc, c'est très utile dans des petites infras, notamment parce que ça permet juste de faire, si vous êtes dans un environnement Ubuntu Debian, par exemple, apt installe mon paquet, je fais cette config, je lance le démon, je fais un systemctl enable, et voilà, j'ai installé mon serveur Nginx avec rien qui tourne derrière, mais je l'ai fait de manière à peu près automatisée. Donc pour ça, c'est assez utile, mais c'est encore plus utile sur des grosses infras, notamment avec des infras distribuées, notamment parce que ça permet de pouvoir déployer des infras qui peuvent être assez complexes et surtout de manière idempotente, c'est-à-dire qu'en fait on peut passer n fois le playbook. Alors il faut que les rôles et les différentes actions soient bien écrites. Mais c'est bien écrit, quoi. le fait que ça soit idempotent fait que si on passe 2, 3, 4, 5 fois, et ben en fait ça va pas avoir d'effet de bord. Ce qui se passe, c'est qu'on décrit un état, c'est de l'impératif. Je décris un état, alors c'est de l'impératif. Je vais pas aller trop dans le détail, mais c'est de l'impératif. On écrit un état désiré, et Ansible se débrouille pour que ça colle avec cet état désiré. Voilà. Du coup, c'est assez pratique. Moi, je suis assez fan de cette techno. Même si c'est du YAML, tout ça, et que c'est du Python. En vrai, ça se vit. Enfin, pour en avoir fait un peu et découvert l'outil ces derniers mois, on va dire, ça se vit. Je trouve que c'est assez puissant, mine de rien, quand même. Un peu la difficulté de l'outil. C'est très puissant, c'est très versatile, et on peut faire très vite beaucoup de choses. On peut très vite avoir beaucoup d'idées pour faire X ou Y. Il faut parfois un peu se raisonner avec certaines structures. Mais on peut aussi faire des trucs horribles. Très vite se perdre dans des dizaines de milliers de lignes de YAML. Oui. Moi, j'ai un souvenir avec Arnaud d'avoir écrit des tasks Ansible de l'enfer. On s'est complètement perdu, oui. Hein. Est-ce qu'au final, Ansible, c'est pas quelque part un peu l'Excel des développeurs et des ops? Oh Non, mais c'est une vraie question, je me pose. C'était pas un titre d'épisode, pardon. Excel dans le sens quoi? Dans le sens avec Excel, tu fais pas tout n'importe quoi. Et surtout... En fait, quand tu compares avec du Puppet ou du Salt... Pardon, vas-y. Il y a un petit décalage.
il n'y a plus d'overlap. Il Je y vous a laisse plus parler, d'overlap, pardon, on a j'ai pas la de connexion qui est pas toujours efficace. Je disais, moi du coup, j'ai testé Puppet, Ansible et du Salt, et je trouve que l'Ansible est le juste milieu en fait, le plus le plus pratique à mettre en place, le plus facile à bootstrap. Et des trois, c'est celui que j'ai préféré personnellement. Top. Ça roule. Bon, on va partir dans un autre sujet. Si on a fini avec celui-ci, c'est un lien que j'ai vu passer. Il avait fait pas mal de bruit entre guillemets, puisqu'il expliquait bien les choses. C'est comment est-ce que fonctionne Wine. Alors, je sais pas si vous connaissez Wine. C'est quoi Wine? Merci Pierre. Si vous avez été déjà sur Linux, alors je pense pas que ce soit compatible macOS, hein, mais si vous avez déjà été sur Linux, c'est que vous avez eu besoin de lancer des exécutables Windows. Soit vous avez lancé une VM, et c'était quand même pas le truc le plus évident, soit vous avez peut-être eu recours à Wine. Wine en fait qui veut dire, c'est écrit je crois quelque part, mais c'est Wine is not an emulator. Globalement en fait Wine n'est pas un émulateur. Au contraire, en fait, il réimplémente, on va dire, l'architecture un peu Windows, en fait, des API Windows pour que vous puissiez derrière lancer vos binaires comme si, en fait, le binaire sachait parler à de Linux, quoi. Putain, je pensais que c'était un émulateur. Non, pas du tout. En fait, ils fournissent leur propre DLL, entre guillemets, qui sont des binaires Linux, on va dire. Et ils ont des espèces de hooks en fait pour que quand le Windows en fait ils ont réécrit, je crois, c'est écrit dans l'article, mais ils ont réécrit plus ou moins le loader en fait, un truc qui load, le programme en fait qui charge toutes les librairies, les dépendances d'un programme sous Windows, pour que le programme Windows accepte et trouve en fait ces petits avec les librairies DLL au format ELF, donc format Linux. Et du coup, ils ont fait ça. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des syscalls ou autres custom, propres à Windows, ils traduisent, etc. C'est beau. C'est assez beau. Le code est sur GitHub si jamais vous voulez aller voir comment ça marche, mais c'est pas évident à suivre. Hein. Mais le blog post est super sympa parce qu'en fait, il vous explique bien comment ça marche, sans trop demander de connaissances, on va dire. C'est assez bien écrit. Oui. Et il vulgarise très bien, ouais. Et l'exemple, c'est Half-Life. C'est vrai, effectivement. Ouais, alors justement, j'étais en train de regarder ce qu'ils appellent chez Wine, sur le site web de Wine, LabDB. C'est en fait la page sur laquelle tu vas retrouver en fait les différentes applications qui sont en fait supportées par Wine. Et t'as la top 10 Platinum List. Alors évidemment, ça commence par World of Warcraft, Starcraft, Guild Wars, The Sims 3. Et t'as un Adobe Animate Flash qui traîne en plein milieu. Il n'y a même pas PowerPoint. Non. Après, t'as le .NET. Et après, si tu veux, la top 10 Gold List, c'est du FF, c'est EVE Online, c'est The Witcher 1. Et ouais. T'as Guild Wars 2. Enfin non, c'est dingue, c'est majoritairement des jeux. Et dans la top 10 Silver List, quand même, c'est Adobe Photoshop qui finit par arriver, le premier soft dont j'ai entendu parler. Que moi j'utiliserais si j'étais sur Linux, si j'avais absolument besoin d'un truc, mais encore qu'aujourd'hui, tu vois, voilà quoi. Mais non, c'est majoritairement des jeux en fait que fait tourner Wine, et je pensais trouver beaucoup plus d'applications pro sur la DB, quoi. Comme quoi. Après, c'est pas gênant, hein. Ouais, effectivement. Après, si tu fais tourner un jeu, tu fais tout tourner, hein. C'est ça. Et en fait, ce qu'il disait aussi tout en haut, au début du blog post, c'est que Steam, le Steam Deck là de Valve utilise un fork de Wine. Proton. Ouais, exactement. C'est un fork. Ça, ils disent plein de trucs. Valve Steam Deck uses a wine-based solution to run games called Proton. Donc, trop bien. J'imagine que c'est un fork, tu vois, un fork interne. Ouais. Je suis sur GitHub aussi, donc c'est pas tant interne que ça. Trop cool. Et en fait, c'est ça permettait de. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui sont lancés parce que au pire, dans le monde pro, les gens ils achètent du Windows au pire, tu sais, c'est géré quoi.
Et après, t'avais plus les gamers, on va dire, entre guillemets, qui voulaient pas trop utiliser Windows et qui préféraient du Linux, étaient un peu bloqués. Mais en fait, ce qui est impressionnant, c'est que Wine, c'est pas que du coup juste, on va dire, les API Windows. Après, il me semble que t'as aussi tout ce qui est, c'est quoi, c'était 3DX ou comment ça s'appelle déjà, c'est la librairie graphique là. Ah oui, le truc DirectX. DirectX, ouais, voilà, ouais. Je crois qu'ils ont aussi une émulation de DirectX ou un truc comme ça, donc enfin pas une émulation du coup, mais justement un bridge. Donc c'est un sacré projet en fait. La vache, ouais. Et il est assez à jour comparé à ce que Windows a quand même comme fonctionnalité, mine de rien quoi. C'est beau. C'est beau, ouais. Je suis d'accord. Je suis pas sûr de voir la différence Ouais, qu'il y a entre Wine et un émulateur. En fait, l'émulateur, si tu veux, il te prendrait l'exécutable en fait Windows, tu vois. Il te lirait chaque byte de l'exécutable et il dirait ok, bon voilà, j'ai telle séquence de bytes, je traduis ça en tel code machine, tu vois. Là, il voit, ok, là il y a un appel système. Du coup, en fait, je le transforme en appel système de mon côté. Enfin, c'est comme un émulateur de Game Boy ou autre. En fait, ton CPU, il est pour une Game Boy, il comprend pas le code machine de la carte de la Game Boy. Mais là, avec Wine, du coup, l'avantage c'est qu'il le comprend, donc t'as pas besoin de l'émuler. En fait, tu peux directement lui faire exécuter le code. C'est juste qu'il lui faut des passerelles en fait pour que le code qui soit lancé et les appels système qui soient faits soient compréhensibles par le l'émulateur. Il y a vraiment une logique de transposition, ce qui est différent avec le simulateur, où là en général tu utilises des bindings natifs. Ce qui est différent. Je dis ça parce que par exemple, Apple fournit un simulateur d'environnement d'exécution de iOS quand tu veux faire du développement mobile. Et on n'est pas dans un émulateur où, comme sur des émulateurs de Game Boy, en fait, tu vas faire une transposition de langage. Tu as vraiment en fait un processeur qui n'est pas émulé. Tu as l'utilisation de véritables bindings qui sont liés à ton hardware. Ce qui est beaucoup plus de boulot qu'un émulateur. J'imagine que ça doit être un enfer à maintenir un truc comme ça. Parce que tu as le support de la compat à faire, ouais. Mais genre, tu vois, par exemple, si je dis pas de conneries, ce que fait le Mac M1, le Rosetta, là, c'était de l'émulation x86 qu'ils faisaient pour faire tourner les programmes x86 sur l'ARM, quoi. Je suis pas sûr, mais je pense que oui. Enfin, quand je dis je suis pas sûr, c'est je sais pas. Encore x86, mais... Non, mais je pense que c'était de l'émulation. Je vais regarder, tiens. Je crois que c'est une histoire d'émulation et il y a des instructions de côté ARM pour venir accélérer. Ah oui, il y a peut-être ça, oui. Non, c'est un translator, ouais. C'est un binary translator emulation. C'est de l'émulation, Rosetta. Ouais. En fait, quand ton programme source n'est pas compilé, enfin n'a pas du code qui est compréhensible par ton système de destination, du coup, tu es obligé de faire de l'émulation. Là, pour Wine, c'est du x86 en dessous, donc le CPU en théorie de ton Linux, il est censé comprendre en fait le code du Windows, c'est juste qu'il lui faut les bonnes passerelles pour marcher. Et c'est beaucoup plus perf, sinon ça aurait été trop lent en fait. Tester. Voilà. Wine pour le coup, beaucoup testé. On a Wine sur Exerbo ? Oui. Bien sûr, on a même Steam. Tu peux compiler en 32 bits parce que Steam c'est du 32 bits et du coup t'es content. Voilà, c'est sans transition. Ne rentrons pas dans les sujets qui fâchent. Exactement. On va parler d'un lien qu'a mis Manuel, si je dis pas de bêtises. Je te laisse en parler. Alors. Donc, je parle encore de Stéphane Robert, dont j'ai tiré l'article tout à l'heure sur la partie Ansible Rulebook. Là, pour le coup, il est à l'initiative d'un repo type Awesome. J'imagine que vous connaissez ce genre de repo GitHub qui sont en fait des compilations de tout ce qui est ouf. Donc, vous avez du Awesome Rust, Awesome en fonction des topics. En fait, vous avez énormément de différents liens. Il y en a un qui est très bien d'ailleurs, c'est Awesome
Rust Tools, je crois, quelque chose comme ça, qui m'a fait changer pas mal d'outils que j'utilise au jour le jour. Et là, pour le coup, c'est Awesome French DevOps. Voilà, donc, dans l'idée, il va y lister notamment beaucoup de tutos, donc je pense que c'est assez intéressant quand on s'intéresse un petit peu au sujet du DevOps. Et qu'on n'a pas forcément, on sait pas trop forcément vers où chercher, ou qu'on s'intéresse au sujet hein, et qu'on veut avoir plus d'informations. Du coup, il liste pas mal d'outils. Alors c'est assez large hein, dans l'idée. Donc là, je vois administration serveur, des langages de programmation. L'avantage du DevOps, c'est que c'est quand même un grand sac dans lequel on met beaucoup de choses, donc on peut y mettre beaucoup de choses. Il y a du réseau, de la sécu, après des trucs un peu plus spécifiques à des outils vraiment plus spécifiques DevOps, donc de l'infra as code, CI/CD, etc. Et il y a aussi, notamment, ce qui est assez intéressant, ils lisent dans la communauté donc des comptes Twitter de gens qui sont assez actifs sur ces sujets-là, des blogs également, des bouquins, des MOOC, des chaînes YouTube. Donc il y a vraiment tout un tas de formations. Je suis assez intéressé par tout ce qu'ils lisent dedans. Il a commencé ça, si je dis pas de bêtises, il y a 2-3 semaines à l'heure où on enregistre. Et c'est déjà très très chargé, donc c'est un sacré boulot. Il s'avère que le podcast est listé dans la catégorie podcast. Et on a également dans la catégorie blog, le blog de notre ami Noah, donc La Forge, qui est listé dans ce repo-là. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Moi, ça m'a permis d'aller m'abonner à 2-3 comptes Twitter supplémentaires et de découvrir des blogs également, ce qui est toujours assez intéressant. Et mettez une étoile sur le repo GitHub. Exactement. Ce que j'ai déjà fait. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, c'est cool comme liste, c'est assez complet. Effectivement, le dépôt a démarré il y a 28 jours, à l'heure où on se parle. C'est pas mal, hein, c'est vachement complet. Hein. Ouais, j'avoue qu'il y a quand même, comme tu dis, il y a pas mal de commits. Aujourd'hui, lors de l'enregistrement, on est à 263 commits. Ça marche plutôt pas mal. Et nous avons une CI/CD et tout. Avec un linter. Pas mal. Non, c'est cool. Je sais pas si. Je sais qu'il y a effectivement quelques podcasts et tout autour de la scène DevOps française. Je sais pas quelle a été la raison de créer un nouveau contenu comme ça, mais c'est vrai que c'est sympa. Ouais, là, dans l'idée, c'est vraiment une compilation de ce qui existe. Alors, c'est vraiment orienté francophone, parce qu'en fait, des sources, il y en a pléthore hein, sur ce sujet-là, qui est toujours très d'actualité, on va dire. Très en vogue. Je sais pas si c'est vraiment le terme que je voulais utiliser, mais j'en ai pas d'autre. Et là, c'est vraiment surtout ça s'appuie sur la communauté française. Donc je pense que c'est aussi intéressant pour des gens qui sont dans un premier temps. C'est très compliqué de progresser dans les métiers de l'IT sans s'intéresser à des contenus en anglais, qu'on se le cache pas. Mais c'est quand même, je pense, très intéressant pour des gens qui s'intéressent au sujet et qui sont peut-être un peu qui sont peut-être un peu vierges de toute expérience. Je pense que c'est une très bonne mise à pied, notamment, et c'est très intéressant aussi pour des gens avec peut-être un peu plus d'expérience, pour justement voir des sources d'informations qu'ils n'avaient pas forcément dans leur timeline. Ouais, clairement, surtout aussi pour ceux qui commencent un peu dans le métier, parce que mine de rien, la partie Ops et tous ces outils, c'est un peu, j'ai l'impression, comme le front ou même parfois certains écosystèmes dev. Hein. C'est très. Il y a énormément de choses pour à trouver. Donc là, effectivement, si la partie Ops vous intéresse un peu, ça peut être une bonne première ressource, au moins pour trouver des sujets intéressants avec qui parler. Quoi. Après, un conseil aussi, c'est d'essayer pas de tout manger tout de suite. Parce que là, il y a quand même énormément de choses qui sont listées. C'est impossible de tout maîtriser de manière totalement parfaite et d'être expert sur chacune des technos. Donc voilà, il faut se donner le temps aussi de s'intéresser. Faut y aller étape par étape.
Nice. Du coup, voilà pour tous les liens qu'on avait. Il nous manque juste Enfin, il nous manque. On va pouvoir passer plutôt à la section les outils de l'épisode, entre guillemets. Enfin, plutôt l'outil de l'épisode, celui que Manuel, je crois, nous a proposé. Alors moi, je le connaissais pas avant, il y a quelques semaines, si je dis pas de bêtises. Enfin, je connaissais des équivalents, mais du coup, je vais te laisser en parler. Alors, l'outil s'appelle Dironv. Et honnêtement, je l'ai découvert assez tardivement, parce que je crois qu'il existe depuis au moins, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça fait pas mal d'années que l'outil existe. Dans l'idée, c'est un outil qui va vous permettre de changer des variables d'environnement quand vous changez de dossier. Alors ça peut paraître trivial comme ça, parce qu'effectivement il suffit de sourcer un fichier .env à la mano et puis c'est fini. L'avantage c'est que cet outil-là vous permet de loader les variables et de les unloader quand vous sortez des dossiers. Ce qui est plutôt bien parce que, comme chacun sait, on ne prend pas forcément le réflexe de faire ce qu'on avait prévu au début parce qu'il y a des choses qui évoluent quand on fait de l'admin 6 ou quand, par exemple, on fait du dev. On se dit qu'on load des variables et on se retrouve à être dans un état un peu intermédiaire. On a toujours des variables loadées qu'on ne devrait pas parce qu'on a changé de projet. Et Dironv vous permet justement de loader et d'unloader ces trucs-là. Ça vous permet notamment de stocker des secrets qui vont être loadés quand vous sortez. Ça permet de changer complètement d'environnement. Par exemple, au hasard, si vous avez des environnements où vous avez besoin d'avoir, je sais pas moi, des secrets qui sont différents mais qui correspondent aux mêmes variables, et ben ça vous permet de changer assez aisément. Il y a aussi la gestion, et ça c'est plutôt cool, des environnements virtuels, notamment en Python. On a souvent besoin d'utiliser des environnements virtuels en Python. C'est hyper important pour essayer de pas défoncer votre Python système. Donc c'est très facile en fait de changer d'environnement. On n'a pas besoin de faire le classique source venv binactivate. Là. Tout ça est géré et ça permet de sortir un peu ce truc de l'esprit. Vous setup ça au début de votre projet et après au déjeuner, vous avez ce que vous voulez. À chaque fois que vous modifiez des trucs dedans, d'ailleurs, il faut le revalider derrière. Bon, alors, ce qui est intéressant, ce qui évite potentiellement de... Pardon. Le premier truc moi, que je ferais, par contre, c'est d'ajouter le point inversé dans le git ignore. Oui, c'est ce que tu fais. Moi, je l'ai mis en global, mon point renversé sur mon global Git. Moi, ça me permet de loader. Je l'utilise beaucoup pour loader les env. Je suis sous Nix, je teste des trucs sous Nix et du coup, moi, en fait, un peu comme VirtualEnv, ça me permet de loader tout mon env de dev quand je rentre dans le dossier. Du coup, c'est vraiment pas mal. Imagine un VirtualEnv en plus pour tous tes binaires, tous tes trucs. Et c'est piloté par Dironv, pareil. Essayez Dironv, c'est trop bien. Bon bah cool. Personne n'a rien d'autre à rajouter sur ce dernier outil. Et ça s'intègre bien avec aussi. Il y a un prompt en Rust dont on a déjà parlé. Ah oui, Starship. Non, Starfish. Starship, ouais. Ouais, non, désolé, je confonds, mais oui. Très bon shell prompt également, effectivement. Tu dis ça parce que tu es sous fiche. Alors moi, je suis effectivement sous fiche, le terminal fiche, et c'est peut-être ça qui m'a... qui t'a biaisé. Qui m'a induit en erreur, effectivement. Ok, bon bah voilà pour tous les liens. On va pouvoir finir sur la musique de l'épisode. Alors, il me semble que Clément a un dé. Oui, j'ai on un a dé, 3 liens. Pierre n'a pas mis son lien de musique, mais je pense que. Oui, vous avez le barème, monsieur Arnaud? Je connais pas le barème, c'est de 1 à 20. Oui, mais qui fait quoi? Je sais pas, c'est combien de phases déjà le dé? C'est 20, donc tu divises par 4, ça fait 5. Donc de 1 à 5, non mais en fait c'est qui? Arnaud, tu vas faire de 1 à 5. Pierre, de 6 à
Bah, 10. 10, voilà, merci. Ah, c'est bien, c'est vendredi soir. Manu, C'est- j'étais sur la 3e partie et je serai sur la dernière. On a Ok. Et c'est parti. 1, c'est très simple, c'est Arnaud qui a gagné. Nice. Bon bah du coup moi c'est un lien, c'est une musique alors que je sais plus laquelle j'ai pris, pour être tout à fait honnête, mais c'est la dernière musique que j'ai rachetée dans ma playlist, donc c'est une petite musique électro tranquille, un remix de Country Rounds. C'est assez sympa. Moi, j'aime beaucoup écouter de la musique un peu comme ça quand je travaille, soit pour me motiver, soit pour être un peu chill. Parfait, magnifique. Et ben, merci à tous de nous avoir suivis. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux, Pierre, par exemple? Sur Twitter principalement, @PierreZ. Ça roule. Clément? Eh ben, sur Twitter également, sur le handle @Senivol. Manuel, il me moi, je semble suis que en- t'as pas Twitter. Je m'exprime pas. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux où on peut te... Ça marche. Et moi, vous pouvez me retrouver @BlackCube sur Twitter également. Du coup, ça conclut cet épisode. On vous dit à la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Et d'ici jusqu'à là, passez une bonne fin de semaine et une bonne semaine suivant quand est-ce que vous écoutez. Bye bye.